Séoul se présente comme une puissance économique à part entière. Combinée aux zones voisines, elle compte parmi les plus grandes économies métropolitaines du monde, encore plus grandes que Shanghai, Pékin, Sydney et Moscou. Elle abrite des conglomérats internationaux tels que Samsung, Hyundai, LG Electronics et Kia Motors. Pourtant, quelque chose pourrit en Corée du Sud. Les taux de natalité chutent plus rapidement qu'ailleurs sur la planète. En fait, la situation est tellement unique en son genre que la Corée du Sud bat son propre record de faiblesse année après année. En 2023, le nombre de nouveau-nés était de 230 000, ce qui représente une baisse de 7,7% par rapport à l'année précédente. Ainsi, le taux de fécondité actuel de la Corée du Sud est de 0,72, loin du niveau de remplacement de 2,1 nécessaire pour qu'une nation se remplace d'une génération à l'autre. Ce nombre est la base de toute société fonctionnelle. S'il est plus élevé, la population augmente. S'il est plus bas, la population et sa culture meurent. Un nombre bas signifie une mort plus rapide. Donc malgré son succès économique retentissant, la Corée du Sud est en fait en voie d'extinction. La population de 51 millions du pays est en voie de diminuer de moitié d'ici la fin du siècle. Le gouvernement a mis du temps à reconnaître l'ampleur et la complexité de la crise, mais a fini par l'admettre. Il y a un plan en cours pour ramener la famille dans le nucléaire, mais il veut le faire dans un environnement différent de Séoul. À 120 km au sud, une toute nouvelle ville appelée Sejong est en construction. Dans quelques années, elle remplacera Séoul en tant que capitale de la Corée du Sud et ce faisant, les législateurs coréens espèrent réinventer une société plus axée sur la famille. Comment cette nouvelle ville se développera-t-elle et s'agrandira-t-elle ? Cela pourrait-il être un modèle pour les sociétés occidentales ? Et que pourrait réserver l'avenir si la Corée ne réussit pas ce plan ? Une chose que nous savons, la richesse seule ne peut pas bercer l'avenir. L'année est 1998. Internet devient grand public. Les téléphones portables réduisent en taille. Microsoft introduit son nouveau système d'exploitation. Google fait ses débuts. Et la Corée du Sud surfe sur une vague de succès. Son produit intérieur brut a finalement franchi le piège des revenus intermédiaires. Et rien ne peut l'arrêter. Au cours des prochaines années, l'économie de la Corée du Sud s'est développée à une vitesse vertigineuse pour devenir l'une des plus grandes au monde, dépassant le billion en 2006 et atteignant son niveau actuel de 1,6 billion. Alors que l'économie sud-coréenne connaissait un boom, la population sud-coréenne connaissait elle aussi un boom. Avec environ 20 millions de citoyens en 1950, elle a doublé pour atteindre 40 millions en 1983, puis a grimpé à 50 et 1 million en 2016. Cependant, alors que son économie et sa population augmentaient, les taux de fertilité ont régulièrement diminué, coïncidant juste au moment où les conditions de vie se sont améliorées. Pour la Corée du Sud, cette transition révolutionnaire était plus qu'économique et démographique, elle était culturelle. Une partie croissante de la société coréenne a choisi une vie sans enfants. Certes, on observe une baisse des taux de natalité dans tous les pays développés, mais aucun de manière aussi drastique que la Corée du Sud. Le taux de natalité actuel de 0,72 peut ne pas sembler trop mauvais, mais écoutez comment cela se déroule sur quelques générations s'il n'est pas contrôlé. Imaginez une population de 100 personnes, disons 50 couples, qui n'ont alors que 40 enfants pour les remplacer, basé sur le taux de natalité sud-coréen. Ces enfants ont ensuite environ 16 descendants, qui n'auront ensuite que 6 enfants plus tard. Donc en seulement 4 générations, une population de 100 est réduite à seulement 6. C'est une baisse de 94%. En 4 générations, les projections pour la Corée du Sud sont sombres. Si les taux de natalité restent à un rythme record bas, la population du pays chutera à 24 millions, le même niveau qu'en 1958. Cette fois cependant,
la composition de sa société sera complètement différente. Alors qu'en 1958 l'âge médian était de 18 ans et est actuellement de 45 ans, d'ici 2100, la Corée du Sud aura un âge médian de 59 ans. Elle deviendra une nation de seniors. Les conséquences seront graves. Une société fonctionnelle nécessite un nombre suffisant de personnes en âge de travailler. Les citoyens âgés de 25 à 64 ans contribuent le plus à une économie, tandis que ceux qui sont plus âgés génèrent le plus de coûts de santé. Historiquement, la pyramide des âges avait une forme pyramidale. Les jeunes s'occupaient des personnes âgées, et pouvaient le faire parce qu'ils appartenaient à un groupe démographique plus grand que les personnes âgées. Néanmoins, avec l'amélioration des soins de santé et l'allongement de la durée de vie, la pyramide des âges a commencé à ressembler à une urne. Dans les décennies à venir, cette urne se transformera progressivement en une pyramide inversée. Dans de nombreux pays développés, la plupart des citoyens auront plus de 60 ans. Cependant, une société avec une pyramide de population inversée verra une charge financière insoutenable peser sur sa main-d'œuvre. Même les pays les plus riches auront du mal. Les gens devront travailler plus longtemps pour faire face à l'augmentation des coûts des soins de santé. La technologie aide à atténuer le choc, mais elle ne peut pas résoudre une crise endémique comme la chute des taux de natalité, certainement pas dans un cas aussi extrême que la Corée du Sud. Des taux de natalité records affecteront le pays de toutes les manières imaginables. L'économie, le système de retraite et la sécurité de la Corée du Sud seront soumis à une pression sévère. On observe une chute des taux de natalité dans toutes les nations développées, et jusqu'à présent, aucun pays n'a réussi à améliorer la situation. Il semble que la crise de la fertilité soit endémique et profondément enracinée dans la culture, à tel point que nous ne savons tout simplement pas ce qui fonctionne. En Corée du Sud, les gouvernements successifs ont jeté de l'argent sur le problème. Au cours des 20 dernières années, plus de 286 milliards de dollars ont été investis dans des programmes sociaux destinés à encourager les familles nucléaires, qui sont l'unité familiale traditionnelle dans la plupart des cultures. Malheureusement, les programmes sociaux de la Corée du Sud n'ont pas fonctionné comme prévu. Année après année, le pays a surpassé son propre record de faible taux de fertilité. Une partie du problème réside dans la manière dont la Corée du Sud s'est développée, dans les années 80, en particulier sa capitale, Séoul. Près de la moitié de la population sud-coréenne vit sur seulement 12% de son territoire, principalement autour de la capitale et de ses environs. Séoul est l'endroit où se trouvent la plupart des opportunités. Les gens restent donc à proximité. Malheureusement, entasser des millions de personnes dans un environnement urbain rapproché crée une pression sur les infrastructures et les ressources. En conséquence, sous son glamour high-tech et son image de marque K-pop, Séoul est devenue une course effrénée pour ceux qui y vivent. Un trafic horrible et une mauvaise qualité de l'air ont poussé les services publics à leurs limites. Et le logement est devenu de plus en plus inabordable. Sans surprise, le taux de natalité de Séoul est le plus bas du pays, atteignant à peine 0,5, 5 enfants par femme. C'est environ 30% de moins que le reste du pays qui a déjà des statistiques record basses. De plus, puisque l'urbanisation de Séoul est destinée à continuer sans relâche, la situation ne peut qu'empirer. La Corée du Sud est déjà le pays le plus cher pour élever un enfant. Les frais de scolarité privée et de garde d'enfants sont élevés. Élever un enfant de la naissance, à l'âge de 18 ans, coûte plus de 7 fois et demi le produit intérieur brut par habitant, le taux le plus élevé au monde. Pour comparaison, en Allemagne et en France, élever un enfant coûte respectivement 3 fois et demi et 2 fois et demi le produit intérieur brut par habitant. La Corée du Sud est dans une ligue à part. Une partie du problème est le coût de la vie à Séoul. Un appartement de taille moyenne coûte plus de 740 000 $, ce qui est hors de portée pour la plupart, même selon les standards coréens aisés. Cependant, cette complication du logement présente également une solution improbable. Alors que la culture est dynamique et a tendance à changer organiquement avec le temps, l'infrastructure et le logement sont des problèmes tangibles que le gouvernement peut résoudre. Réformer Séoul est trop compliqué. C'est essentiellement une ville dirigée par des entreprises. Donc en 2003,
lorsque le président Roh Moo-hyun a pris ses fonctions, il a conçu une stratégie de réponse à l'effondrement démographique. Juste à 120 km au sud de Séoul, une nouvelle ville appelée Sejong a été commandée pour la construction. Elle serait située environ au milieu du pays et se concentrerait principalement sur l'installation de familles hors nucléaires. Voici en 2009, un chantier de construction. Et voici aujourd'hui, juste 15 ans plus tard. Le gouvernement a aplani le paysage, a mis en place un système de grilles et a construit des centaines de gratte-ciel, y compris des écoles, des ponts, des hôpitaux et d'autres installations et services de public. Les Coréens prévoient de déplacer leur capitale ici. Le gouvernement déplace au moins 36 ministères et agences à Sejong. La ville a actuellement une population d'environ 300 000, mais à son achèvement en 2030, environ 500 000 personnes appelleront Sejong leur maison. C'est du moins le plan. Pour l'instant, Sejong a son propre quartier financier et commercial, et il y a des projets pour une nouvelle zone industrielle à proximité. Vivre à Sejong est à la pointe de la technologie. Sur chaque rue, il y a des écrans tactiles, des codes QR et des panneaux d'information numérique. La ville a été spécifiquement conçue de cette manière pour permettre les voitures autonomes et une automatisation complète dans un futur proche. L'ensemble de l'entreprise est alimenté par de l'énergie renouvelable avec un accent sur les espaces verts. Il y a même une plage artificielle. Tout aussi important, Sejong est tout sur la planification familiale. Il regorge de parcs et d'aires de jeux pour les enfants. Il y a beaucoup d'écoles primaires et de maternelles abordables, ce qui en fait un endroit approprié pour élever une famille. Pouvoir concevoir une ville à partir de zéro a ses avantages puisque tout peut être planifié en conséquence. Pour commencer, le logement est plus abordable à Sejong. Même si elle se trouve à 120 km de la capitale, un appartement de taille moyenne à Sejong coûte presque 2 fois moins cher qu'à Séoul, soit 390 000 $ contre 740 000 $ pour être précis. Pour une famille qui débute, cette baisse de prix fait toute la différence. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Avec un taux de natalité de 0,97, plus d'enfants sont nés à Sejong qu'ailleurs en Corée du Sud ces 3 dernières années. Cela reste néanmoins en deçà du niveau de remplacement de 2,1, mais cela fait de Sejong une exception en Corée du Sud. Cela montre que le déclin de la population était réversible et donc, en déplaçant sa capitale, la Corée du Sud pourrait encore éviter l'extinction. Sejong n'est pas encore achevée, mais elle donne déjà des résultats positifs. Une grande partie de son succès est due à son urbanisme et à son généreux système de protection sociale. Depuis son développement en tant que nouvelle capitale de la Corée du Sud, Sejong a principalement vu des fonctionnaires et des employés du gouvernement s'installer, tous bénéficiant de programmes sociaux généreux. Les employés du gouvernement sont relativement libres de prendre un congé parental, pouvant aller jusqu'à 3 ans de congé par enfant, en plus du congé maternité. Il n'y a également aucune pression d'entreprise, puisque les emplois gouvernementaux sont moins compétitifs, et les fonctionnaires sont assurés de pouvoir retourner au travail après avoir eu des enfants. À Séoul, la situation est presque l'inverse. Dans le secteur privé, les Coréens évitent souvent de prendre un congé parental prolongé, car ils craignent des désavantages potentiels sur le lieu de travail de la part de leur direction. Ainsi, des emplois stables et un logement abordable encouragent les gens à avoir plus de bébés. Sejong prouve que cette formule fonctionne. Selon les données officielles de 2016, 32,7 bébés sont nés pour 1000 fonctionnaires, ce qui est plus du double des 14,5 bébés nés pour 1000 citoyens du secteur privé du même âge la même année. Mais le gouvernement n'a pas tout à fait pensé à tout en planifiant pour Sejong. Sinon, son taux de natalité aurait été encore supérieur. Un grand nombre d'employés du gouvernement dont les emplois ont été délocalisés à Sejong ne les ont pas suivis. Au lieu de cela, la plupart continuent de vivre à Séoul, effectuant des trajets quotidiens de plusieurs heures vers la nouvelle capitale. Beaucoup disent que la nouvelle ville manque de culture, ou en d'autres termes, qu'elle est sans âme. De plus, les transports à Sejong sont insuffisants.
Malgré la planification de la ville à partir de zéro, les développeurs coréens ont commis une erreur irréparable. Ils ont omis un système de transport. Sejong n'a pas de réseau de transport à proprement parler. La ville n'a ni réseau de trains souterrains, ni réseau de tramway. Comment une telle omission a-t-elle pu se produire? Nous ne le savons pas. Cependant, en conséquence, presque tous les déplacements à Sejong se font en véhicules motorisés personnels. La ville a des bus publics, mais ils sont peu nombreux. Seulement 7% des transports à Sejong se font en bus. Pendant ce temps, les voitures représentent 41% des transports, ce qui est 2 fois plus qu'à Séoul. Autrement dit, à Sejong, sans voiture, impossible de se rendre au travail. Cette négligence de l'infrastructure compromet quelque peu le but du logement abordable. Les familles qui commencent à peine ont du mal à trouver des avantages financiers à Sejong qui rendent donc le déménagement là-bas intéressant. Donc ce n'est pas tout à fait la ville verte, abordable et à la pointe de la technologie comme annoncé. Et ce défaut d'infrastructure pourrait bien être un facteur rédhibitoire pour la démographie que les développeurs cherchent à attirer. Néanmoins, les législateurs coréens fondent leurs espoirs sur Sejong. Sa politique est moins guidée par le choix que par la nécessité. L'État doit résoudre sa crise démographique. Aucun de ses succès économiques n'aura d'importance s'il ne peut pas remplacer sa population d'une génération à l'autre. Sejong illustre que l'effondrement démographique est réversible. Cependant, pour que le plan fonctionne, le gouvernement doit redoubler ses programmes sociaux et s'attaquer aux lacunes de l'infrastructure locale. Sinon, son plan, Sejong, n'est qu'une ville fantôme en devenir. J'ai été votre hôte, Shervan de Caspian Report. Si vous appréciez notre travail et souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un super merci dans les commentaires. Tous les dons aident à rendre la chaîne indépendante et autonome. Dans tous les cas, merci pour votre temps, et Sawol.